Bonjour à tous, donc nous partons toujours dans le droit du travail sur la séance 2, accéder à un emploi. Donc on va partir sur une séance assez dense en information. Alors j'ai créé des diaporamas là aussi assez complets, donc à vous de prendre des notes sur les quelques éléments que je vous fournirai en plus. Donc au niveau de les différentes parties du cours, donc vous aurez une partie qui va aborder plutôt la procédure à l'embauche et une deuxième partie qui va se concentrer essentiellement sur le contrat de travail, sur les éléments du contrat de travail, ses conditions de validité et puis tout ce qui est clauses, hein, clauses diverses que l'on peut retrouver dans un contrat de travail. Alors, on va attaquer. Donc, on va partir sur la partie 1, la procédure d'embauche. Alors, dans tous les cas, ce que je peux vous dire de façon générale, c'est que l'employeur est bien sûr libre dans le choix de son futur salarié. Euh, et à contrario, le candidat, lui aussi, est libre d'accepter ou non le poste proposé. Alors, ce qui nous intéresse, c'est qu'au niveau de la procédure de recrutement, hein, donc je ne reviendrai pas sur la procédure de recrutement, ce n'est pas ce qui est enseigné dans le cadre du droit de travail, mais quoi qu'il en soit, ce qui peut nous intéresser, c'est la partie sur le respect de la non-discrimination. Donc, la non-discrimination, qui est un principe fondamental, qui doit être respecté et que l'on retrouve finalement dans l'article L 1132-1 du Code du travail. Alors, dans tous les cas, si la discrimination est avérée, d'accord, si la personne pense finalement qu'elle n'a pas été sélectionnée du fait d'éléments discriminants, à elle de mettre en place deux recours possibles. Donc, il y a un premier recours qui est un recours pénal, où là, la personne qui fait l'objet d'une discrimination va porter plainte auprès, alors soit du procureur de la République, du commissariat de police, de la gendarmerie, et porter plainte, alors il y a plusieurs jugements possibles, hein, tribunal grande instance, tribunal correctionnel, où là, concrètement, elle va porter plainte et ce recours pénal-là va finalement se solder par une amende ou des années d'emprisonnement, avec ce que je vous ai donné, hein, 45 000, 3 ans d'emprisonnement, qui sont bien sûr des maximums. Alors, il y a un deuxième recours qui est possible, qui est finalement le recours civil, où là, la personne ira devant le Conseil des prud'hommes pour obtenir tout simplement une réparation financière. Alors, ces cas de discrimination, donc j'ai fait un petit focus avec un article qui était apparu sur Le Figaro, qui avait finalement étudié les facteurs principaux de discrimination allant du facteur qui était le plus discriminant au moins discriminant. Quoi qu'il en sorte, le facteur le plus discriminant, on peut le dire, c'est l'âge. Alors l'âge que vous soyez âgé ou trop jeune, hein, ça dépendra. Il y a aussi la maternité. Donc il est évident enfin il est évident, je le dis parce qu'on entend souvent parler de cas comme cela, bah, que la maternité est un facteur discriminant. Effectivement, une jeune femme de 30 ans qui arrive pour se faire embaucher et qui n'a pas d'enfant, bah, potentiellement, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que potentiellement, à 30 ans, on sait très bien qu'une femme, surtout une fois installée professionnellement, désire des enfants. Donc ça peut être un facteur discriminant, de même qu'une femme qui a 3, 4 enfants, là aussi, peut être un facteur discriminant. Il y a aussi le handicap, l'obésité, l'origine ethnique et la couleur de peau qui sont classés derrière. Ensuite, je pars sur... bon, voilà, je vais passer rapidement sur certains éléments, puisque malheureusement, comme je m'enregistre, hein, je ne veux pas non plus que ce soit à rallonge, donc j'enchaîne sur les offres d'emploi. Alors, je vous mets un petit point, on va dire histoire, hein, historique, dans le sens où c'est à partir du 18 janvier 2005 que Pôle emploi ou la NPE à l'époque ont perdu leur monopole finalement de placement des salariés. Monopole public de placement des salariés. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand vous vouliez en tant qu'entreprise recruter, vous étiez obligé d'en passer par la NPE. Depuis 2005, c'est terminé. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours un cadre qui se positionne au niveau de l'offre d'emploi. Alors quel est ce cadre à respecter? Il est à respecter au niveau de la rédaction, je dirais, de l'offre d'emploi, avec des éléments indispensables. Donc là, je vous ai mis une liste des éléments indispensables, hein. La date de la mise en ligne, le nom de l'employeur, ça tombe sous sens, description du poste, localisation du poste, les horaires. Donc là, je vous laisse lire un peu ce qu'il en est. Mais voilà, vous avez un éventail de ce qui doit être visible dans une offre d'emploi et qui doit être clair
pas de flou autour ben, du type de contrat, par exemple CDD, CDI, autour de la durée, autour des horaires, autour du salaire. Il faut vraiment que ce soit, ça figure de façon claire sur l'offre d'emploi. Autre chose, euh, du coup, tout, je vous ai donné dans l'offre d'emploi tout ce qui doit figurer et à contrario, il y a certaines mentions qui sont interdites. Là aussi, ça tombe sous le sens. Là, vous l'aurez dans l'article 1132-1 du Code du travail toujours. Eh ben, l'origine, bien sûr, le sexe. Alors, il n'est pas possible dans une annonce hein, de mettre recherche un homme ou une femme. Il faut que ce soit recherche homme-femme. Les mœurs, l'orientation sexuelle, finalement tout ce qui est donné un peu sensible, hein, ne doivent pas figurer sur une offre d'emploi. Parce que si c'est le cas, eh ben, ça peut faire l'objet d'une poursuite en justice et de lourdes sanctions allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende pour une personne physique et 225 000 euros pour une personne morale. Voilà, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Autre chose, je vais faire un point sur les formalités liées à l'embauche. Alors, quand vous allez embaucher, donc il y a certaines formalités qui doivent être respectées. Dans un premier temps, dans les 48 heures de l'embauche, l'employeur doit prévenir Pôle emploi, si la personne y est inscrite, bien sûr. Ensuite, ce qu'il faut faire très rapidement, c'est établir pour l'employeur une déclaration préalable à l'embauche, DPAE. Celle-ci doit parvenir très vite à l'URSSAF, au plus tôt dans les 8 jours avant l'embauche ou au plus tard la veille de l'embauche. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet organisme, l'URSSAF, en réponse, va délivrer un numéro de dossier et dans les 5 jours, un document va être envoyé à l'employeur qui va accuser réception de la déclaration. Voilà. Imaginons que vous avez un poste, il est nécessaire de savoir si votre employeur vous a déclaré à l'URSSAF. D'accord. Si ce n'est pas le cas, ça pourrait être du travail dissimulé sans que vous le sachiez, par exemple. Et cette déclaration-là, elle va permettre, une fois qu'elle est actée, l'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale et au régime d'assurance chômage. Ça, je le souligne, c'est vraiment en cas de première embauche. C'est-à-dire que l'employeur n'a jamais embauché, c'est la première fois. Donc c'est finalement la déclaration préalable à l'embauche du premier salarié qui qui va donner à l'employeur son immatriculation à ces régimes-là. Cette déclaration, finalement, va se poursuivre, va permettre l'immatriculation du salarié à la CPAM, hein, Caisse primaire d'assurance maladie. Et puis, cette demande d'adhésion, finalement, va permettre d'enclencher hein, tout ce qui est l'adhésion à un service de santé au travail et tout ce qui est demande de visite d'information et de prévention dans les 3 mois plutôt après l'embauche. Donc là, vous savez qu'après votre embauche, hein, vous devez voir un médecin, avoir une visite médicale et être suivi par voilà, une visite médicale par un médecin plutôt. Voilà, donc ça, c'est des formalités obligatoires. Ensuite, l'employeur qui embauche pour la première fois doit informer l'inspecteur du travail pour la première fois. Il doit informer l'inspecteur du travail le fait que, à partir de maintenant, il a embauché un nouveau salarié et il a un statut d'employeur en quelque sorte. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'employeur doit tenir un registre unique du personnel, une sorte de cahier, hein, recensant l'identité de tous les salariés dans l'ordre d'embauchage. Alors, quand je dis cahier, ça peut être aussi, et ça doit l'être aujourd'hui informatiquement. Ensuite, le document écrit, cette déclaration préalable à l'embauche, doit être remis au salarié dans les 2 mois de son embauche. D'accord. Son embauche sous peine hein, d'une amende de 750 euros. Ça, il faut le savoir. Donc, vous, salarié, imaginons vous faites embaucher 2 mois après, il n'y a toujours rien, il n'y a pas de déclaration, posez-vous des questions. Donc, posez-lui des questions. C'est ce qui vraiment vous permet d'être certain que vous avez été embauché de façon légale et que vous n'êtes pas dans un travail dissimulé. Enfin, c'est déjà arrivé des personnes qui pensaient être embauchées légalement et qui se rendent compte, une fois le licenciement acté, que finalement, l'employeur n'avait pas fait le nécessaire et qu'il n'avait finalement cumulé aucun droit au niveau du chômage et au niveau de la sécurité sociale. Donc, attention. Euh,
On va en rester là pour cette partie et je vous retrouve pour la suite.